avec une petite transition et je vais passer des rapports entre Rousseau et Chateaubriand, dont j'ai parlé jusqu'ici, à une mise en perspective, en quelque sorte, de l'originalité de Chateaubriand par rapport à son maître de jeunesse, Rousseau, dans la longue durée, en quelque sorte, de la querelle des anciens et des modernes. Et au fond, avant même d'aborder cette question, je voudrais reprendre en quelque sorte le thème final de cette analyse des rapports entre Rousseau et Chateaubriand, en suggérant que dans les mémoires d'outre-tombe, la conciliation, en quelque sorte, la synthèse entre le Chateaubriand tourné, en quelque sorte, vers l'état de nature et le Chateaubriand qui a fait sa paix avec la société française, avec l'ordre politique qu'il a retrouvé en débarquant à Calais en mai 1800, eh bien cette synthèse, elle reste tout de même, elle n'est pas tout de même une confusion. On perçoit dans les mémoires que le personnage social et le personnage intime, en quelque sorte, celui qui est tourné vers une sorte d'état antérieur plus vivant, plus subjectif de son moi, reste tout à fait distinct. Le grand écrivain, père de France, est d'une part hanté par la mort, par la fugacité de toute chose, par le déclin de tout ce qui avait semblé être, et il trouve en quelque sorte le lien avec cette profondeur intime dans une véritable philosophie de la mémoire et du symbole, et c'est là-dessus que je reviendrai demain en montrant la dette de Chateaubriand vis-à-vis de Vico et de Ballanche. Tout disparaît en quelque sorte pour l'auteur des mémoires, mais rien ne disparaît tout à fait. L'empreinte des choses, en quelque sorte, dans le langage, dans les symboles, subsiste et elle survit aux choses elles-mêmes, dans une superposition qui peut sembler recouvrir et effacer ce qui a été, mais qui, pour lui-même qu'il appelle le voyageur voilé, dans une merveilleuse expression, s'ouvre en une véritable présence simultanée. Et je crois qu'un des arts les plus remarquables de Chateaubriand, aussi bien dans les mémoires d'ailleurs que dans les martyrs, c'est d'arriver à faire percevoir plusieurs états du temps, en quelque sorte, dans la même phrase, la faire percevoir plusieurs moments, en quelque sorte, dans une seule action. Il y a une sorte d'historicité globale, en quelque sorte, qui est sauvée par l'écrivain, et c'est l'écrivain qui réussit à concilier ce qui disparaît et ce qui est là et qui semble recouvrir ce qui a disparu. Il écrit par exemple au livre 29, chapitre 7 des Mémoires d'outre-tombe, cette phrase tout à fait typique en quelque sorte de cette méthode: les antiques mœurs percent à travers les mœurs nouvelles dont elles sont la base. Vous voyez, elles restent en transparence visible pour celui qui sait voir, pour celui qui sait entendre au fond de lui-même, à travers les mœurs nouvelles dont elles font la base. La galanterie du chevalier noble se retrouvait dans le soldat plébéien des armées révolutionnaires. Le souvenir des tournois et des croisades était caché dans ces faits d'armes par qui la France moderne a couronné ses vieilles victoires. Donc tout change, et pourtant,
quelque chose d'essentiel se maintient, et c'est justement à l'écrivain de pourvoir à cette découverte de la persistance, de l'essentiel du passé dans le présent. Ce qui est vrai évidemment de l'histoire nationale, qui est une véritable sédimentation d'États successifs disparus, mais dont l'empreinte survit et reste perceptible dans l'actualité contemporaine, l'est aussi pour la biographie personnelle, dont les états successifs, l'enfance, le voyage en Amérique, les différents moments, en quelque sorte, d'une véritable épopée intérieure, hantent littéralement le moment actuel. Et c'est un des grands effets des mémoires que, à chaque instant, Chateaubriand est capable de faire tenir dans le même moment la perception de ce qu'il y a de nouveau dans l'instant et de tout ce qui a déjà eu lieu et qui vient en quelque sorte nourrir de l'intérieur cet instant, lui donner une sorte de plénitude, tout en ne lui ôtant rien d'ailleurs de sa fugacité. Mais il faut évidemment la chambre noire de la mort pour faire apparaître cette persistance du passé dans un présent qui est d'ailleurs déjà évidé par le futur. C'est déjà la parole de Baudelaire, vous savez, dans le présent, le passé restauré. Ce qui n'était qu'en germe dans la notion de retardement que formulait très furtivement Rousseau à la fin de son dernier dialogue, lorsqu'il suggérait aux conservateurs de son temps de se servir de la révélation qu'il leur avait apportée pour, en quelque sorte, retarder le mouvement qui fait que tout passe, tout fuit et que les états politiques se succèdent les uns les autres. Eh bien, ce retardement, il s'est pleinement épanoui chez Chateaubriand. Il est devenu même une véritable méthode. Dans les mémoires, l'aristocratie vaincue, politiquement, moralement, qui a disparu en quelque sorte de la scène de l'histoire, elle accède, grâce à lui, si j'ose dire, à travers lui, au statut d'une puissance de la mémoire. Vous voyez, l'aristocratie devient une sorte de force mnémonique qui, à l'intérieur même d'un temps nouveau où elle n'a plus son rôle, eh bien, elle peut, en quelque sorte, être le témoin et le porteur de formes et d'actes qui ont à jamais disparu et dont elle est le dernier témoin. Et lui-même, gentilhomme des lettres, devient une sorte de mnémosine, de déesse de la mémoire de l'ancienne France, dont il est comme un spectre, en quelque sorte, qu'il hante par ses propres souvenirs et par sa propre érudition. Il dit de Shakespeare, il y a une phrase tout à fait extraordinaire dans les mémoires à propos de Shakespeare, lorsqu'il dit qu'au fond ne sait rien de sa vie, il a été un outlaw, une sorte de comédien auquel personne ne portait le moindre intérêt, puisque il était presque en dehors des lois de la société, et il dit que sa vie a été comme un loisir rapide et doux. C'est-à-dire qu'en fait, la vie de Shakespeare a été pur et simple acte de remémoration. Il n'a jamais véritablement agi à l'intérieur de son propre temps. Il a été une sorte de mémoire vivante et au fond, cette mémoire, elle n'a pas pris véritablement chair et vie. Eh bien, lui-même, je crois qu'il se voit en tant qu'écrivain, en tant que gentilhomme écrivain, un peu comme Shakespeare, dans une sorte de passage permanent, en quelque sorte, grâce à la mémoire, à travers un temps auquel il n'appartient que de façon tout à fait détachée. Et un passage des mémoires est particulièrement saisissant, c'est le moment où Chateaubriand, au début de la monarchie de Juillet, au moment où la duchesse de Berry, comme vous le savez, est en grande difficulté, puisqu'on découvre qu'elle a un enfant naturel, et c'est un scandale que le nouveau régime s'empresse
d'exploiter. Alors Chateaubriand se propulse à travers l'Europe pour négocier avec Charles X, qui est réfugié en Bohême, et la duchesse de Berry, qui, entre-temps, s'est mariée d'ailleurs à un gentilhomme italien. Eh bien, on a le sentiment que Chateaubriand, dans toute cette aventure, qui l'amuse d'ailleurs beaucoup, bien qu'il soit âgé et que sous ses voyages à travers l'Europe il épuise un peu, cela l'amuse, cela le détache en quelque sorte, cela l'allège, parce que il répète, en somme, l'aventure de Fénelon, précepteur du duc de Bourgogne. Il se trouve en quelque sorte comme répétant le schème du précepteur du duc de Bordeaux, du fils de la duchesse de Berry, et même si ça n'aboutit à rien, puisque Charles X ne veut pas de lui comme précepteur, même si tout cela est purement et simplement un jeu supérieur, eh bien il s'y adonne avec une sorte de joie presque enfantine. Il a retrouvé en quelque sorte dans ce mouvement de la remémoration une libération par rapport à la nécessité historique. En définitive, ce qui sépare le plus Chateaubriand de Rousseau, et même du dernier Rousseau, dont il a recueilli pleinement la leçon de renoncement intérieur, c'est une conception de la littérature comme réparation, en quelque sorte, de l'histoire, une religion nationale où l'écrivain trouve son sens, son statut, son salut, peut-être pas son repos absolument, mais avant tout son salut dans un magistère de la forme, en quelque sorte, de la forme pure, qui est extraite du flux du temps et que sa piété soustrait aux vicissitudes de l'histoire et à l'oubli des hommes. Alors comment est-il arrivé à cette espèce de sérénité supérieure qui lui permet dans les mémoires d'être à la fois ici et ailleurs, d'être à la fois celui qui remémore ce qui ne sera jamais plus, et malgré tout un témoin de son temps qui participe d'une manière à la fois ironique mais active à ce qui se passe dans la France de la Restauration ou de la monarchie de Juillet. Comment peut-il être à la fois ce jeune sauvage qu'il n'a jamais cessé d'être, et puis ce père de France, ce grand écrivain dont il assume pleinement le rôle dans la société européenne de l'après-révolution. Eh bien, je crois que tout cela est en grande partie dû à la méditation que Chateaubriand a tirée de ce qu'on a appelé peut-être un peu naïvement sa conversion. Il s'est converti, tout le monde a douté beaucoup de la sincérité de cette conversion, on peut d'ailleurs effectivement en douter, mais la question n'est pas de savoir à quel degré de sincérité ou d'insincérité cette conversion s'est déroulée. L'essentiel, c'est que pour lui, elle a dénoué une certaine difficulté insurmontable et qu'elle lui a permis en quelque sorte de repartir sur une base si fertile et si féconde que c'est à partir de la conversion effectivement que le grand écrivain s'est peu à peu déployé à travers le génie du christianisme, à travers les martyrs, à travers l'itinéraire, à travers les études historiques et naturellement les mémoires. Tout est parti en somme de cette conversion, de ce retour au christianisme. Alors comment expliquer l'importance de ce retour au christianisme dans la pensée de Chateaubriand et dans son rapport justement à Rousseau? Alors il faut commencer, je crois, par relire les dernières pages du génie du christianisme, et ce qui est très frappant, c'est que dans cette grande péroraison qui termine le génie, Chateaubriand n'hésite pas à citer longuement Rousseau. Il y a, et il le cite
à côté de Pascal. Les deux auteurs qui terminent le génie du christianisme, qui sont appelés par Chateaubriand à témoigner en faveur d'une sorte de légitimité à la fois naturellement théologique, mais surtout littéraire du christianisme, c'est Rousseau et Pascal. Alors il y a donc bien chez Rousseau l'amorce de cette conversion dont je crois qu'on n'insistera jamais assez sur le fait qu'elle a été une sorte de déclic qui a résolu pour Chateaubriand une aporie dont l'essai sur les révolutions traduit en quelque sorte le tourment, l'impossibilité de la résoudre. Alors je vous lis quelques passages, parce que c'est une très longue page de Rousseau qu'il cite là, et qui est empruntée justement aux Lettres à Malesherbes, au dernier texte de Rousseau. Et Rousseau écrit ceci: « Fuyez », c'est le Rousseau qui s'adresse en quelque sorte aux philosophes des Lumières, « fuyez ceux qui, sous prétexte d'expliquer la nature, sèment dans le cœur des hommes des désolantes doctrines et dont le scepticisme apparent est 100 fois plus affirmatif et plus dogmatique que le ton décidé de leurs adversaires, sous le hautain prétexte que seuls sont éclairés, vrais, de bonne foi, ils nous soumettent impérieusement à leurs décisions tranchantes et prétendent nous donner pour les vrais principes des choses les inintelligibles systèmes qu'ils ont bâtis dans leur imagination. » Donc ça, c'est le terrorisme en quelque sorte des Lumières, dénoncé par Rousseau et que Chateaubriand reprend tout à fait à son compte. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que dans le terrorisme des Lumières, il y a l'exil en quelque sorte de tout ce qui est religieux. Un des sophismes les plus familiers au parti philosophique, écrit Rousseau, est d'opposer un peuple supposé de bons philosophes à un peuple de mauvais chrétiens, comme si un peuple de vrais philosophes était plus facile à faire qu'un peuple de vrais chrétiens. Je ne sais si parmi les individus, l'un est plus facile à trouver que l'autre, mais je sais bien que dès qu'il est question de peuple, il en faut supposer qu'ils abuseront de la philosophie sans religion, comme les nôtres abusent de la religion sans philosophie, et cela me paraît changer beaucoup l'état de la question. D'ailleurs, il est bien aisé, etc. Et au fond, je terminerai sur un passage qui est encore plus intéressant, peut-être. Nos gouvernements modernes, c'est toujours Rousseau qui parle, doivent incontestablement au christianisme leur plus solide autorité et leur révolution moins fréquente. Il les a rendus eux-mêmes moins sanguinaires. Cela se prouve par le fait en le comparant au gouvernement ancien. Et là, il y a dans ces quelques phrases les germes de au moins la moitié du génie du christianisme. Rousseau ajoute: la religion, mieux connue, écartant le fanatisme, a donné plus de douceur aux mœurs chrétiennes. Ce changement n'est point l'ouvrage des lettres, car partout où elles ont brillé, l'humanité n'en a pas plus été respectée. Les cruautés des Athéniens, des Égyptiens, des empereurs de Rome, des Chinois en font foi. Que d'œuvres de miséricorde sont l'ouvrage de l'Évangile. Alors vous voyez, le point de départ de la conversion, en réalité, il n'est pas dans la mort de la mère de Chateaubriand, il est dans la lecture de plus en plus attentive à laquelle Chateaubriand s'est livré de Rousseau lui-même. Il y a chez lui, il y a chez Rousseau le principe, en quelque sorte, d'un retour au christianisme, un retour que Rousseau avait amorcé sur un plan d'abord extraordinairement subjectif, mais que dans ses derniers textes, il semble en quelque sorte porter sur un plan beaucoup plus historique. Alors, ce qui explique en somme l'importance de cette question du christianisme dans la pensée littéraire de Chateaubriand, c'est que, nous le savons, le génie du christianisme a été imaginé, en quelque sorte. La première idée du génie du christianisme est venue à Chateaubriand en 1799, alors qu'il était encore à Londres, et que apparut à Paris un poème de Parny, un poète, un de ces poètes libertins du XVIIIe siècle, qui est intitulé « La guerre des dieux anciens
et des dieux modernes. Et nous savons que c'est ce poème qui, naturellement, annonce le retour des dieux anciens et la chute du dieu chrétien, poème donc plus que libertin, qui a donné à Chateaubriand l'idée d'écrire le génie du christianisme. Mais ce qui nous rapproche en quelque sorte de la question que je voulais poser aujourd'hui, c'est que la thèse de Parny, la beauté en quelque sorte, et l'actualité, la modernité des dieux antiques, par opposition aux dieux chrétiens complètement dépassés, si j'ose dire, par les temps modernes, c'est qu'elle reprend la thèse de Boileau. Il y a une sorte de persistance au XVIIIe siècle et dans la pensée et dans la poétique en quelque sorte des philosophes de l'art poétique de Boileau, où Boileau s'était ingénié en quelque sorte à séparer la littérature moderne de toute influence ou de tout rapport avec la religion. Pour Boileau, naturellement, il s'agissait de protéger la religion contre la littérature considérée comme un jeu supérieur, indigne du sérieux et de la vérité théologique, mais il n'en reste pas moins que, en coupant la littérature de la religion, il privait la littérature française, en tout cas, d'abord de tout recours au merveilleux chrétien. Nous allons voir que c'est une question très importante pour Chateaubriand. Ensuite, du pathétique qui est lié à la religion chrétienne. Et enfin, au pittoresque dont le christianisme peut se vanter d'être l'inventeur. Et la querelle des anciens et des modernes a commencé en France par une première querelle qui portait sur la langue française par opposition à la langue latine, dont les principaux interlocuteurs ont été le poète Le Laboureur, auteur d'un poème sur Charlemagne, et puis le secrétaire perpétuel de l'Académie française, François Charpentier. Dans cette lutte, en somme, contre une langue moderne, le français, contre une langue antique, le latin, eh bien, il est évident que Boileau avait pris parti d'une façon un peu neutre, en soutenant qu'on ne pouvait pas défendre le français sans défendre le modèle latin. Boileau est du côté, donc, dans cette querelle, des anciens. Mais la querelle s'est développée ensuite en querelle du merveilleux chrétien. Alors là, les deux interlocuteurs étaient essentiellement Desmarets de Saint-Sorlin, qui était un poète survivant à l'époque de Richelieu, et qui a écrit des épopées, une épopée chrétienne, et puis toutes sortes de traités de dévotion, les délices de l'esprit. Eh bien, pour Boileau, alors là, Desmarets de Saint-Sorlin s'oppose à Boileau, et dans cette querelle du merveilleux chrétien, Boileau est du côté toujours des anciens, mais cette fois séparé du christianisme. Et c'est ça qui me paraît la chose la plus importante. L'antiquité de Boileau, c'est une antiquité qui, en quelque sorte, saute par-dessus tous les siècles, d'abord des premiers siècles du christianisme, et ensuite tout le Moyen-Âge. Il élimine, en quelque sorte, 1000 ans de la vie littéraire, morale, historique, politique de l'Europe, et il considère que les modèles littéraires, l'inspiration littéraire moderne, eh bien, doit se faire exclusivement à partir de modèles antiques et de modèles antiques en tant que tels, sans passer par la médiation chrétienne. Alors, quand la querelle des anciens et des modernes proprement dite va éclater en 1685, comme vous le savez, Boileau va s'opposer avec beaucoup de violence aux thèses de Perrault, mais en fin de compte, quand on regarde de près les deux adversaires, on se rend compte qu'ils ont un point commun, même si Boileau est favorable à l'imitation des anciens
et que Perrault dit que les anciens sont maintenant dépassés et qu'on a suffisamment de modèles en langue française pour aller de l'avant, mais ils ont au moins ce côté, ils ont au moins ce point commun, c'est que les Boileau considèrent la littérature comme aussi étrangère à toute inspiration religieuse que peut le faire Perrault, et même beaucoup plus que Perrault, en quelque sorte. Et quand les modernes, c'était non seulement Perrault, mais Fontenelle ou Dard-de-la-Motte, vont développer en quelque sorte leur thèse, eh bien, ils vont insister sur le fait que, naturellement, les modèles anciens ne sont plus d'actualité. On a avant tout à tenir compte de la vie telle qu'elle est aujourd'hui, de la langue telle qu'elle est aujourd'hui, des institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Ce qu'on peut garder de l'Antiquité, c'est une mythologie vide, une mythologie purement conventionnelle, une mythologie qui sert de décor, comme dans l'opéra en quelque sorte, à des actions et à des sentiments qui sont tout à fait contemporains et qui n'ont plus rien à voir avec ceux des anciens. Donc le propre de la littérature, aussi bien des anciens que des modernes, dans la querelle, c'est qu'elle exclut, en somme, tout rapport avec la religion. Et il y a une laïcisation, en quelque sorte, de la littérature qui est commune aux deux parties. Alors, je dirais que ce phénomène est tout à fait important et même tout à fait extraordinaire, et qu'il suppose à l'arrière-plan d'abord l'antiromanisme français. Il est bien évident que Rome et Paris ont été deux capitales qui se sont heurtées tout au long du XVIIe siècle. Comme vous le savez, Louis XIV et Alexandre VII, puis Innocent XI, se sont violemment heurtés. Or, Rome était justement le symbole de la conciliation ou même de la continuité dans la littérature moderne, dans la littérature issue de la Renaissance, entre une antiquité qui, du point de vue religieux, est dépassée, mais que du point de vue philosophique et poétique ne l'est pas, et puis un christianisme qui est capable, en quelque sorte, de donner une vitalité nouvelle à ses formes et à ses pensées venues de l'Antiquité. Donc une continuité, une synthèse, une sorte de tradition, une philosophie à pérennis et une poétique à pérennis dont Rome était le symbole. Et au fond, Paris, qui voulait se dresser contre Rome, qui voulait opposer à l'autorité romaine une autre autorité, eh bien, la trouve dans cette séparation, en quelque sorte, entre le monde chrétien, le monde de la sensibilité ou de la croyance chrétienne, et puis le monde de la littérature. Un point très important dans la polémique de Boileau, c'est, comme vous le savez, c'est son hostilité à la Jérusalem délivrée du Tasse. Dans l'art poétique, il cite le Tasse avec ses faux brillants comme le comble du mauvais goût, pas seulement pour des questions de style, mais aussi pour le fait que le Tasse se mêle d'introduire dans une épopée des ornements et un merveilleux chrétien et tout un pathétique, en quelque sorte, tout un drame dont le ressort est religieux, puisqu'il s'agit de sauver le tombeau du Christ et de lutter contre des infidèles. Eh bien, la conception de la mythologie de Boileau, dans la mesure où on la voit du point de vue de son hostilité au Tasse, rejoint tout à fait celle de Fontenelle, et ce sont des ennemis, de faux ennemis, parce qu'au fond, pour Boileau, la mythologie, décor littéraire, est aussi vide de sens, aussi privé, au fond, de contenu
religieux que peut l'être la conception que s'en fait Baudelaire, que s'en fait Fontenelle, par exemple, dans ses pastorales, où on a affaire, comme dans les pastorales de Watteau, à un décor extraordinairement théâtral, et à l'intérieur, ce sont des personnages contemporains, habillés en quelque sorte comme on pouvait être habillé dans les parcs de Montmorency ou des environs de Paris, sans que Alors, la question très intéressante, c'est que, au fur et à mesure que se développe cette espèce de tension, alors qui est très moderne, entre la puissance de l'État et le développement d'une sorte de subjectivité individuelle qui veut retrouver par-delà cette perfection de la société politique une sorte de vie propre, d'une vie subjective qui lui appartienne en propre, eh bien, il est certain que cette conception de la littérature classique, au sens de Boileau comme au sens de Fontenelle, au sens des anciens de la querelle comme au sens des modernes de la querelle, a quelque chose d'extrêmement sec, d'extrêmement peu nourrissant. Et au fond, ce à quoi va répondre Chateaubriand, c'est à cette espèce de compression de la subjectivité qui s'est manifestée ou qui s'est manifestée de façon éclatante dans le succès de la Nouvelle Héloïse, par exemple, lorsque Rousseau a apporté aux Français une sorte de qualité d'émotion, une qualité de pathétique, une qualité de larme même, qui était interdite par la littérature, aussi bien des anciens et des modernes, sortis de la querelle Boileau-Perrault, parce que tout cet ordre affectif, émotionnel, relevait en quelque sorte du religieux, relevait métaphoriquement ou directement du religieux. Alors, il y a quand même un point dans la querelle des anciens et des modernes qui était riche de possibilités et d'avenir. C'est lorsqu'on est passé de la querelle proprement dite, c'est-à-dire de celle qu'a ouverte Perrault en 1685 en lisant devant l'Académie son poème sur le siècle de Louis le Grand, quand on est arrivé donc en 1710-1711 à ce qu'on appelle la querelle d'Homère. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette querelle, elle se déroule à propos de la traduction par Homère de deux auteurs, l'un moderne, Lamotte Houdard de Lamotte, qui traduit Homère en vers français et en l'adaptant au goût moderne, c'est-à-dire en se moquant un peu des héros antiques et en les mettant en scène d'une façon qui est à la frontière du burlesque. Et d'autre part, Madame Dacier, qui est une grande érudite et qui s'efforce de traduire Homère en le restituant dans sa singularité et dans son étrangeté propre, c'est-à-dire en mettant les modernes en face de ce grand monument de poésie antique, de ce bloc de poésie qui leur vient de l'Antiquité. Je ne dis pas que Madame Dacier ait réussi, mais au fond, c'était son dessein. Et dans cette étrangeté sauvage, un peu, de l'homérisme authentique que Madame Dacier veut sauver dans une traduction qui, elle, est savante et qui n'est pas une traduction appauvrie ou un peu adoucie comme celle de Houdard de Lamotte, il y a une sorte de rebond dont je ne peux pas ici analyser toutes les conséquences, vers justement ces fameux sauvages auxquels Rousseau va s'intéresser beaucoup et que toute l'anthropologie du XVIIIe siècle redécouvre avec une espèce de fascination à travers les relations des missionnaires au Canada ou des missionnaires en Afrique ou des missionnaires en Amérique du Sud. Eh bien, apparaît tout à coup l'idée que les anciens Grecs pouvaient peut-être avoir une analogie avec ces sociétés antérieures à la société politique telle que l'a décrite Aristote dans sa Politique,
ou telle que l'analyse Platon dans ses dialogues. Une sorte de société primitive classique, en somme. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et très important. Les anciens, ou tout au moins les anciens homériques, n'étaient-ils pas des sauvages dont les témoins les plus vivants, en somme, les plus saisissants, sont encore présents, si j'ose dire, parmi nous, dans ces pays lointains que sont l'Amérique du Nord et du Sud, ou que sont l'Afrique. Et si vous lisez le discours sur l'inégalité, ou le discours sur les sciences et les arts de Rousseau, vous verrez qu'il y a chez Rousseau constamment un parallèle entre la vigueur, la vitalité, la force morale, l'intégrité intérieure des sauvages, tels que les rapportent les missionnaires, et puis les témoignages que nous avons à travers Homère, à travers Plutarque, à travers Xénophon, de la vitalité, de la plénitude d'humanité, en somme, de ces anciens que, au fond, Boileau n'aurait pas reconnu du tout pour les siens, parce que les anciens de Boileau, ils sont très proches, comme je vous l'ai dit, des anciens des modernes de Fontenelle, en fin de compte. Alors, il y a, chez Rousseau, donc, se pose la question, sur laquelle j'ai insisté en commençant, de cette espèce de décalage, cette espèce de falaise entre cet état de nature que l'on retrouve à la fois dans une double série de documents, dans les documents antiques, les plus fameux, les plus célèbres, les plus indiscutables, Homère et les grands auteurs comme Plutarque ou comme Xénophon. Et puis, d'autre part, les rapports des missionnaires et tout ce que nous savons des sociétés primitives, entre guillemets, contemporaines, telles que l'Europe les a redécouvertes à travers les voyages et les découvertes. Alors, en fait, ce qui est assez saisissant dans cette évolution, somme, de la querelle des anciens et des modernes, c'est que la modernité des Lumières, en quelque sorte, la modernité de Voltaire, la modernité Diderot, est une modernité qui se veut, en somme, à la fois tout à fait libérée du christianisme et qui voudrait, en somme, retourner à l'antique, mais d'une manière purement formelle, d'une manière purement extérieure, une antiquité réduite à ses formes, à son ordre plastique, à sa mythologie vidée de tout contenu religieux. Et puis, il y a ce courant de retour à l'antique que représente Rousseau et qui, lui, alors, voudrait retrouver une sorte de plénitude première, de plénitude naturelle, qui est analogue à celle que l'on a redécouvert dans les sociétés contemporaines. Alors, il y a là une sorte de double retour à l'antique, assez contradictoire, en fin de compte, et dont Chateaubriand a été, si j'ose dire, la victime, comme toute sa génération. On ne sait plus très bien ce que c'est que d'être moderne, et on ne sait plus très bien non plus ce que c'est que l'Antiquité. Alors Chateaubriand, au fond, sort de cette aporie en découvrant que le passage de l'Antiquité au temps moderne, de l'Antiquité à la modernité, eh bien, il ne peut pas être compris, il ne peut pas être interprété, il ne peut pas être accepté si l'on ne pense pas, en quelque sorte, et si l'on ne revit pas le christianisme. La révolution, en quelque sorte, apportée par le christianisme, et à partir de 1799,
à partir du moment où il s'est aperçu qu'il y avait là une sorte de manque dans la littérature française, que la littérature française souffrait de cette espèce d'interdit sur sa propre religion, qu'elle souffrait de cette espèce de censure de toute la subjectivité religieuse pour pouvoir en quelque sorte trouver une nouvelle vitalité. C'est à ce moment-là qu'il a découvert au fond ce qui est peut-être son grand apport au XIXe siècle, c'est qu'il ne peut pas y avoir de modernité si on ne la pense pas en termes chrétiens. Que la vraie modernité, elle est chrétienne. Et au fond, il découvre cela au même moment où Benjamin Constant, comme je vous l'ai dit, découvre que la liberté des modernes n'a rien de commun avec la liberté des anciens, et que Madame de Staël découvre, d'une manière beaucoup plus modeste sans doute, avec moins de force et de tragique, mais enfin tout de même, avec beaucoup d'intelligence et de profondeur, que la littérature moderne, celle qu'elle annonce dans son essai de la littérature, qui paraît en 1800, ne pourra plus se fonder, comme l'avait cru Boileau, comme l'avaient pu les classiques, sur la pure et simple imitation des anciens. Il y a même une littérature nouvelle, celle des Allemands, qui montre que sur fond gothique, en quelque sorte, sur un fond, alors cette fois fortement chrétien, eh bien, des formes nouvelles, des sentiments nouveaux, des émotions nouvelles, des genres nouveaux même, sont en train d'apparaître. L'Antiquité, avec sa cité, avec sa religion, avec ses mœurs, est donc définitivement rejetée dans le passé. Tout ce que la Révolution avait cru faire pour restaurer en France Sparte, pour restaurer en France la Rome républicaine, parce qu'il y a toute cette dimension dans la Révolution française, tout un effort pour faire revenir par-delà l'obscurité du christianisme des formes politiques, des formes morales, mais aussi des formes au sens le plus plastique, puisqu'on se déguise en ancien, on parle à l'antique, on fait une véritable opération de restauration, si j'ose dire, de l'Antiquité dans la modernité. Eh bien, pour Chateaubriand, comme pour Benjamin Constant, comme pour Madame de Staël, ce retour à l'Antiquité, plutôt, c'est plus exactement cette résurrection de l'Antiquité dans la cité moderne, est une chose monstrueuse, parce que l'Antiquité est morte, elle n'a plus aucun sens pour nous, elle relève en quelque sorte de l'ethnologie, dirions-nous, elle relève de l'anthropologie. Ce qui en subsiste, ce qui en survit, mais alors c'est très important, c'est très précieux pour les modernes, c'est ce que le christianisme a cru pouvoir sauver de l'Antiquité. Et qu'est-ce qu'il a pu pouvoir sauver de l'Antiquité? Alors c'est très clair chez Chateaubriand. D'abord le platonisme, parce que le platonisme était en somme la préfiguration dans l'Antiquité du christianisme. C'était toute la préparatio evangelica, si j'ose dire, de l'Antiquité. Elle n'a pu recevoir le christianisme parce qu'elle était imprégnée de platonisme, et donc le platonisme, c'est une sorte de première révélation, c'est une prisca theologia. Deuxièmement, c'est le sentiment de la forme. Les anciens avaient de la forme un sentiment extraordinairement pur, ils étaient justement plus proches de la nature, et ils avaient, avec les formes plastiques, un rapport plus direct que les modernes, et donc les modernes ont tout intérêt, en quelque sorte, à s'inspirer des formes antiques, et là, dans le domaine de la poésie, comme dans le domaine de la plastique, si j'ose dire, les écrivains, les proto-romantiques, si j'ose dire, sont très attachés au beau idéal, ce que Chateaubriand appelle le beau idéal, avec Winckelmann, c'est-à-dire au sens de la beauté que les anciens ont eu. Et troisième point, si j'ose dire,
du legs, en somme, que l'Antiquité a donné au moderne, entendu comme chrétien, c'est le sentiment, en quelque sorte, historique, le sentiment que l'Antiquité est quelque chose de lointain, et c'est à partir d'elle que l'on peut penser la succession des âges, c'est à partir d'elle que l'on peut pas penser une évolution, peut-être même un progrès, du moins du point de vue moral, et il y a là, en quelque sorte, un point d'appui sur lequel on doit pouvoir se fonder. Mais dans tous les cas, la modernité, elle est, et ça les phrases de Rousseau que je vous ai lues sont tout à fait préfiguratrices des thèses de Chateaubriand dans le Génie, le christianisme a apporté un degré de douceur, ce qui est un mot capital pour Chateaubriand, un degré de douceur dans les mœurs, et un degré de liberté, c'est-à-dire d'indépendance intérieure, que l'Antiquité n'avait jamais connu, et il y a donc, dans la révolution chrétienne, si vous voulez, ce côté positif, ce côté progressif que les philosophes étaient allés chercher dans un retour à l'antique, c'est-à-dire qu'ils s'étaient profondément trompés. Et il y a là une sorte comment dire, un dernier état de la querelle des anciens et des modernes, où, curieusement, les modernes sont devenus les chrétiens, et les anciens, loin d'être considérés comme des modèles, ne sont plus qu'une forme de souvenir dont le christianisme a maintenu en quelque sorte la présence pour pouvoir tirer de lui le meilleur. Le passé, l'Antiquité est l'exemple même du passé, elle était horrible, elle était cruelle, elle était barbare même à bien des égards, mais le temps n'a laissé d'elle, en quelque sorte, que la fleur, et c'est donc cette fleur que le christianisme peut adopter, le christianisme et les modernes peuvent adopter comme principe de culture, en quelque sorte, principe de poésie, principe d'art, de peinture ou de tout ce qui peut lui être attaché. Alors, qu'est-ce que le christianisme? Qu'est-ce que la modernité? Eh bien, c'est là que nous allons maintenant voir en étudiant un peu dans l'ordre les différents chapitres du génie du christianisme. Alors, il faut bien s'entendre, le génie du christianisme, ça n'est absolument pas un traité de théologie, ça n'est absolument pas, il y a la question, par exemple, des rapports entre Luther et Léon X n'est pas traitée. Il s'agit du christianisme en tant que poétique. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment une intervention dans la querelle des anciens et modernes. C'est un problème littéraire que se pose Chateaubriand. Est-ce que le christianisme n'est pas le principe de la littérature moderne? Est-ce que l'on peut se passer du christianisme pour écrire de la poésie, pour écrire du roman, pour écrire une épopée aujourd'hui? Est-ce que il est pensable de faire l'économie, en quelque sorte, d'une religion qui a réformé l'humanité pendant, ou tout au moins l'humanité européenne, pendant plus de 1000 ans? Eh bien, évidemment, la réponse de Chateaubriand, c'est qu'on ne peut pas s'en passer et qu'il faut, si on veut être honnête, si on veut être moderne, il faut tenir compte du christianisme, et c'est même dans le christianisme que la littérature va trouver le rebond dont elle a besoin, puisqu'il dit à plusieurs reprises que la littérature de la fin du XVIIIe est tombée dans une stérilité, une sécheresse, une pauvreté, une répétitivité, une monotonie, dit-il, c'est un mot qui revient constamment sous sa plume, telle qu'elle a besoin d'une sorte de renaissance. Et cette renaissance, cette fois, elle va la trouver non pas dans l'Antiquité, qui est déjà fait depuis longtemps, mais elle va la trouver dans un retour à la tradition chrétienne et aux richesses, en quelque sorte, à la fois gothiques et modernes du christianisme.
Alors, ce qui est le plus saisissant, sans doute, dans cette apologie du christianisme comme principe poétique et littéraire, c'est d'abord le fait que Chateaubriand met en parallèle la douceur des mœurs que le christianisme a apportée, donc une société politique plus policée qu'elle ne l'était dans l'Antiquité. Et n'oublions pas que dans l'Antiquité, il y revient sans cesse, il y avait, nous allons le revoir avec Ballanche d'ailleurs, il y avait cette espèce d'écart terrible entre les esclaves et les hommes libres, il y avait cette cruauté des spectacles, il y avait aussi des sacrifices sanglants. Le christianisme a introduit une grande douceur de mœurs. Mais par contraste, et c'est là aussi un de ses avantages, même si à certains égards c'est une de ses douleurs, si j'ose dire, il a introduit ce que Chateaubriand appelle, et c'est une de ses découvertes, je dirais, on félicite Galilée d'avoir découvert des principes astronomiques nouveaux, bien on peut attribuer à Chateaubriand la découverte d'une sorte de principe intérieur nouveau, ce qui n'est pas mal non plus. Il y a un espace intérieur comme il y a un ciel, et c'est ce qu'il a appelé le vague des passions. C'est-à-dire, au fond, le christianisme a libéré la subjectivité de l'assujettissement où le citoyen antique se trouvait par rapport à la sociologie de la cité. Le moderne, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui peut, à la limite, reposer sur ses propres énergies intérieures. Alors cela, c'est un point qui est très important. Je vais peut-être vous relire un passage du chapitre sur le vague des passions, au tome 1 de l'édition Garnier, page 309. Je me trompe de tome 309, donc. Alors je vous recommande la méditation de ce passage parce que il me paraît d'autant plus intéressant qu'il précède, il est en contraste d'ailleurs, c'est le dernier chapitre de la seconde partie, du vague des passions. Il reste à parler d'un état d'âme qui, ce nous semble, n'a pas encore été bien observé. C'est celui qui précède le développement des passions, etc. On habite avec un cœur plein, un monde vide, et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. Les anciens ont peu connu cette inquiétude secrète, cette aigreur des passions étouffées qui fermentent tout ensemble. Une grande existence politique, au fond, les en dispensait. Alors c'est évidemment une souffrance, une douleur, c'est une ressource cruelle, mais c'est une ressource libératrice. Et ça, c'est très important pour lui. D'autre part, le chapitre prend tout son sens par opposition au premier chapitre de la partie suivante, que la mythologie rapetissait la nature, que les anciens n'avaient point de poésie proprement descriptive, et je vais revenir sur ce point. Alors, qu'est-ce que nous devons tirer de cette notion de vague des passions? Eh bien, le vague des passions, c'est évidemment c'est retrouver cette espèce de tragique du passage du tragique, du contraste plutôt entre nature et société, entre état de nature et état politique, dont Rousseau avait été littéralement obsédé. Seulement, cette fois, en quelque sorte, la douleur de la perte de la nature, elle est, en somme, justifiée par le christianisme. Elle est justifiée doublement, d'abord par l'idée de chute, qui explique parfaitement pourquoi nous sommes tombés, en quelque sorte, loin de la nature, et pourquoi nous n'avons pas à en avoir une nostalgie aussi violente que celle que Rousseau a formulée à plusieurs reprises. Et d'autre part, nous avons les moyens de la surmonter ou de trouver, en somme, des ressources à l'intérieur même de ce malheur, qui est la notion de sacrifice. La notion de sacrifice, dont le Christ évidemment est le modèle, eh bien c'est là, si j'ose dire, le principe énergétique
dont le christianisme pourvoit les modernes en les libérant de ce qu'avait de désespérant, d'accablant, de presque autiste, en quelque sorte, la douleur de la révélation rousseauiste. Alors, ce point est essentiel, en somme, cette découverte que le christianisme, non seulement a introduit une subjectivité, mais qu'il a donné les moyens d'exploiter en quelque sorte cette subjectivité d'une façon féconde, d'une façon positive, d'une façon fertile, est complétée par une analyse assez sévère de la philosophie rationaliste du XVIIIe siècle, que Chateaubriand, comme vous le savez, appelle barbarie de la civilisation, ou reprenant ou rencontrant, parce que je ne pense pas qu'à ce moment-là c'était vraiment une imitation ou un emprunt, mais reprenant la formule de Vico, barbarie de la réflexion, je crois que pour Chateaubriand, le christianisme, en quelque sorte, est le correctif de ce que la modernité peut avoir, effectivement, en principe, de desséchant. Les modernes, d'une part, sont les héritiers d'une beaucoup plus longue histoire que les anciens, donc ils sont beaucoup plus loin de la nature que les anciens. D'autre part, ils sont plus savants, puisqu'il y a une accumulation de savoir qui est incontestable, donc ils sont, au fond, plus exactement les nains de la querelle des anciens et des modernes. Mais grâce au principe de sacrifice et grâce à l'idée de chute, eh bien, ils peuvent en quelque sorte transformer cette possibilité de décadence ou cette pente à la décadence en une sorte de rebond qui est régénératrice. D'autre part, donc la position de Chateaubriand sur les anciens par rapport aux modernes est souvent très complexe. Elle n'est pas aussi simple que je l'ai évoqué tout à l'heure. Par exemple, dans tout ce qui touche aux arts, à l'art antique par rapport à l'art moderne, eh bien, Chateaubriand ne condamne pas du tout l'art antique. Et il insiste au contraire sur un point qui lui paraît absolument essentiel. Les modernes étant vieux, en quelque sorte, même s'ils sont chrétiens, n'ont plus vis-à-vis, par exemple, de la nudité, l'innocence qu'avaient les anciens. Les anciens étaient capables de représenter la nudité d'une manière à la fois désirable et chaste, d'une façon à la fois à la fois pudique et voluptueuse. Ils étaient capables de concilier volupté et pudeur. Et les modernes ne le savent plus. C'est un problème canovien, si j'ose dire. Eh bien, Chateaubriand voit très bien que, même pour un art chrétien qui veut être un art pudique, eh bien, le modèle antique doit être très important. D'autre part, le secret, en quelque sorte, des rapports entre modernes et anciens, Chateaubriand, plutôt que de le définir une bonne fois pour toutes par des formules tranchantes, préfère le suggérer par des comparaisons. Il y a une série de parallèles très intéressantes qui répondent d'ailleurs aux parallèles de Perrault. Vous savez que Perrault, après avoir publié Le siècle de Louis le Grand, avait publié un dialogue qui est très important, naturellement, dans l'histoire de la querelle ancienne et moderne, parallèle entre les grands hommes de notre époque et les grands hommes de l'Antiquité. Eh bien, chez Chateaubriand, dans le Journée du christianisme, il y a des parallèles, par exemple, entre l'Andromaque de Racine et puis la Didon de Virgile.
il y a une comparaison très longue et d'ailleurs extraordinaire du point de vue de la critique littéraire entre les personnages de Racine et les personnages de Virgile, entre le classique français en quelque sorte et le classique antique. Eh bien, tout en faisant évidemment le plus grand cas de Racine, Chateaubriand est assez libre dans son appréciation critique pour dire que, à un certain moment, que Virgile est plus chrétien que Racine. Parce que Racine, au fond, est prisonnier, dans une certaine mesure, d'une sociabilité politique moderne. C'est un homme de cour, en quelque sorte. Et il y a chez lui malgré la tendresse et malgré tous les traits qui ajoutent en quelque sorte du christianisme au personnage qu'il emprunte à l'Antiquité, il y a chez lui une sorte de limite que l'on ne trouve pas chez Virgile, et donc Chateaubriand n'hésite pas à mettre Virgile sur un plan de supériorité par rapport à Racine, ce qui montre bien à quel point il est subtil dans son parallèle entre ancien et moderne. Le christianisme et la littérature chrétienne ne sont pas épuisés. Le Racine n'est que, au fond, un classique français, et on peut aller plus loin que Racine, et même on peut trouver dans Virgile des principes qui permettent d'aller plus loin que Racine. Et c'est ce que Victor Hugo expliquera si merveilleusement dans sa fameuse poétique intitulée William Shakespeare, où il montre que chez Sophocle, chez Échille, chez Virgile, chez Lucrèce, chez Lucain, chez Juvénal, il y a toutes les racines d'une littérature tout à fait nouvelle, dont le romantisme vital, en quelque sorte, est préfiguré, et que les classiques du XVIIe siècle, en tout cas la poétique classique, sinon les classiques eux-mêmes, n'avaient pas su voir ni deviner. Donc, il y a une sorte de revitalisation de l'Antiquité par ce regard chrétien qui est porté sur elle. Et une des figures, en quelque sorte, sur lesquelles Chateaubriand s'étend le plus, et qui, évidemment, est assez singulière, parce que son goût pour l'Antiquité est évidemment très grand, c'est dans la fin du tome 1 du Génie, son éloge du chevalier chrétien. En fait, pour Chateaubriand, la preuve que le christianisme a apporté quelque chose de totalement nouveau dans l'histoire des mœurs et dans l'histoire morale de l'humanité, c'est que le héros antique a été remplacé par le chevalier chrétien. Et ce chevalier chrétien, c'est un véritable progrès. Il a toutes les qualités morale du héros antique, mais en plus il a la tendresse, mais en plus il a une sorte de douceur qu'il peut concilier avec la vertu guerrière, et que les anciens n'ont pas connu, puisque Godefroy, Goffredo, le héros de la Jérusalem délivrée, pour Chateaubriand, c'est la figure la plus grande que la littérature chrétienne ait jamais créée, et elle est plus grande que les héros d'Homère ou même l'aîné de Virgile. Il y a donc chez lui, sur ce point, évidemment, ça se rattache à toute cette théorie de la noblesse dont j'ai parlé à propos de Rousseau, il y a chez lui, évidemment, une sorte de préférence accordée à la figure du chevalier chrétien comme une des inventions les plus accomplies dans l'ordre de la culture que le christianisme puisse nous apporter. Alors, dans le domaine des beaux-arts, j'ai déjà mentionné le fait que Chateaubriand considère que les anciens ont un sens de la beauté, en quelque sorte, qui est infiniment plus délicat que celui des modernes, et que les modernes ont encore beaucoup à apprendre chez les anciens
de ce point de vue-là, mais il n'empêche que, pour l'essentiel, bien qu'il ne soit pas un très grand esthéticien, ni même un très grand historien de la poétique des arts, il y a chez Chateaubriand quand même une idée très profonde, et que la théorie des arts contemporaines redécouvre lentement, il faut bien l'avouer, c'est que pour lui, au fond, la peinture antique n'est pas du même ordre que la peinture moderne. Que si la peinture antique a disparu, sauf évidemment dans les fresques de Pompéi, il ne faut pas la regretter parce qu'elle n'a aucun point commun avec la peinture moderne. La peinture, pour Chateaubriand, et en ce sens, et même s'il n'a pas une argumentation extrêmement convaincante, il met sur la voie d'une vérité, ou en tout cas d'une théorie extrêmement profonde. C'est un art profondément chrétien. C'est-à-dire que le christianisme a complètement renouvelé la peinture. Il l'a renouvelée parce qu'il a vu dans la peinture d'abord une sorte d'imitation de l'acte créateur de Dieu, et il en a fait aussi une imitation de la présence du Christ dans l'histoire. Au fond, Dieu s'est peint dans l'histoire en envoyant son Fils, et c'est le modèle de toute peinture. Au fond, le voile de Véronique, c'est peut-être l'archétype de la peinture moderne, alors que les anciens n'avaient comme archétype que le mythe de Diputade, vous savez, qui dessine l'ombre de son amant sur un mur au moment où son amant va partir en voyage. Et Chateaubriand dit comment comparer le côté volage de cet acte avec la profondeur, la gravité du modèle de la peinture moderne qu'offre le voile de Véronique et l'incarnation du Christ. Au fond, l'incarnation, c'est ça le principe de la peinture moderne. Alors il cite des passages de Saint Grégoire de Nazianze: les peintres font autant par leurs tableaux que les orateurs par leur éloquence. Il évoque l'iconoclasme, et au fond, même s'il ne va pas très loin dans cette direction, il a très bien senti que le fait que le christianisme ait fait de l'image, en quelque sorte, l'enjeu d'une de ses plus terribles querelles théologiques, montre à quel point le christianisme a accordé à l'image un statut incroyablement plus important et métaphysiquement plus déterminant que les anciens. Vous voyez, alors, ces chapitres sur les beaux-arts peuvent être considérés comme un peu schématiques, mais en réalité, ils ont des implications extrêmement profondes. Alors, je ne veux pas ici m'étendre trop, mais il y a quand même un point qui est très intéressant, c'est que l'Eugénie du christianisme est aussi un texte qui devrait intéresser les historiens de l'art. Pour une raison bien simple, c'est que le grand peintre de la Révolution et de l'Empire, c'est David. C'est-à-dire quelqu'un qui partage avec Boileau le même principe. La peinture, c'est un art qui n'a absolument rien à voir avec la religion. C'est un art qui reproduit, qui retrouve une formule, un des beaux-arts antiques, et qui d'ailleurs représente essentiellement l'Antiquité, qui est là pour reproduire en quelque sorte l'Antiquité dans les temps modernes. Alors que Chateaubriand retrouve en quelque sorte, au-delà de David, il retrouve Poussin, c'est-à-dire un peintre romain, un peintre de Rome, un peintre pour qui la tradition ne sépare pas l'Antiquité du christianisme, et il retrouve en tout cas aussi, et il va le retrouver d'une façon encore plus admirable dans les Martyrs, dont il va faire une sorte de peinture d'histoire à la fois moderne et chrétienne qui résume en somme toute sa théorie. Il va refaire en quelque sorte du Poussin
en littérature. Il va refaire la mort de Germanicus, il va refaire cette antiquité qui, en transparence, est constamment éclairée par la révélation chrétienne et qui est constamment éclairée par la figure du Christ. Alors le chapitre du génie qui est peut-être le plus original, bien que ce chapitre sur les beaux-arts un peu schématique me paraît riche de développement et il mériterait d'être intégré en quelque sorte dans une histoire de l'art de la Révolution et de l'Empire, ce sont les chapitres que Chateaubriand consacre à l'histoire. Il a bien vu en somme que une des faiblesses des modernes, c'est qu'ils n'avaient pas d'historiens aussi admirables que les historiens antiques. Nous n'avons ni Thucydide, ni Hérodote, ni Tite-Live, ni Tacite. Alors pourquoi les modernes n'ont-ils pas d'aussi grands historiens que les anciens? Alors c'est là que l'attitude de Chateaubriand dans la querelle se révèle encore une fois très subtile. Au fond, il ne nie pas que les modernes soient moins vitaux, si j'ose dire, soient moins essentiels que les anciens. Il ne nie pas que les anciens n'aient pas été plus proches de la nature que les modernes. Et il avoue que les historiens anciens avaient sous leurs yeux, en somme, des manifestations plénières des formes sociales et des formes politiques. Et ils avaient sous les yeux une typologie d'humanité à la fois très simple et très forte qui leur permettait de le saisir avec énergie. Alors que les modernes, dit-il, sont de jeunes branches sur un vieux tronc. Voyez, ou encore la monotonie des mœurs que le christianisme a apporté appauvrit aussi la richesse des types et la netteté des situations. Ou encore un certain silence des affaires, dit-il, qui dans les monarchies modernes empêche l'historien de voir aussi clairement les choses. Donc l'historien moderne n'a plus la possibilité, en quelque sorte, de représenter les événements humains avec la même énergie, la même force, la même simplicité que le faisaient les historiens antiques. Et d'ailleurs, il donne comme exemple tout à fait typique, topique même, les Français, puisque, dit-il, et ça c'est une question qui m'amuse beaucoup, parce que j'ai beaucoup écrit sur ce genre littéraire, les Français n'ont pas été capables d'avoir un bon historien. Ils n'ont fait jusqu'ici que des mémoires, une juxtaposition, enfin, de mémoires, les mémoires de Ray, les mémoires de Saint-Simon, les mémoires de tous ces mémoires qui, juxtaposés, préparent à une histoire, mais ils n'ont pas écrit. Alors, au fond, Chateaubriand, dans ses chapitres, pose la problématique de la grande historiographie romantique. Il est certain qu'à partir de ce chapitre vont surgir les Augustin Thierry, vont surgir les Michelet, vont surgir les Thiers, vont surgir les Guizot, qui, effectivement, eux, vont donner à la France, enfin, une grande historiographie, comparable à l'historiographie antique. Mais pour Chateaubriand, au fond, avec une profonde honnêteté, alors qu'il est plutôt favorable à une théorie selon laquelle le christianisme et la modernité sont toujours en progrès, ou sont souvent en progrès par rapport aux anciens, sur ce plan, il est honnête et il dit non. Les anciens nous sont infiniment supérieurs. Ils ont une historiographie, nous n'en avons pas. Alors, les deux seuls exemples qu'il donne, et qui vont être effectivement un des comment dirais-je, du point de départ, une des semences
de la grande historiographie romantique. C'est d'abord Voltaire, historien, dont il marque bien les limites, mais dont il montre aussi les forces et la vitalité. Il cite en particulier un portrait de Saint-Louis par Voltaire, qui est effectivement une merveille, une perle, et qu'il a isolé en quelque sorte de laisser sur les mœurs pour montrer à quel point Voltaire, prisonnier de son système, est quand même supérieur à lui. Et puis Bossuet, le discours sur l'histoire universelle, cette espèce le seul texte moderne capable de rivaliser avec les plus grands historiens antiques. Alors de même que alors que dans l'histoire, Chateaubriand avoue qu'il n'y a au fond que deux auteurs qui peuvent rivaliser avec les auteurs antiques, au moins dans la littérature française, dans l'ordre de l'éloquence, il n'hésite pas à opposer victorieusement l'éloquence moderne, l'éloquence de Bossuet, l'éloquence de Massillon, à l'éloquence de Cicéron et de Démosthène. Alors il y a une sorte de permanente remise en forme, en quelque sorte, ou remise en question de ces nuances entre ancien et moderne à travers le génie du christianisme, qui montre bien à quel point Chateaubriand s'est posé le problème avec honnêteté et avec continuité. Alors je voudrais maintenant terminer en soulignant le fait que un des principes de la poétique j'attends que ces personnes soient sorties pour pouvoir faire ma conclusion. Et je vais en profiter pour me rafraîchir un peu. Oui, cette célébration, en quelque sorte, de l'éloquence chrétienne suggère que, au fond, l'orateur sacré peut s'appuyer, ce que ne pouvait pas faire l'orateur antique, ni Cicéron, ni Démosthène, sur le forum, peut s'appuyer sur l'approfondissement moral que le christianisme a introduit. Chateaubriand est fasciné par le fait que l'orateur sacré moderne, chrétien, et en ce sens, c'est un peu un modèle de l'écrivain tel qu'il le conçoit, n'est plus un magistrat politique s'adressant à des citoyens et traitant au fond de questions politiques. C'est une figure qui est extra-politique et qui s'adresse chez ses auditeurs à une dimension d'eux-mêmes qui échappe elle-même à la politique. C'est-à-dire qu'au fond, il y a là, ce qu'il dit, l'éloquence morale, ce qu'il appelle l'éloquence morale, qui n'a pu apparaître qu'avec l'Évangile, parce que la tristesse évangélique, qui en est l'âme, crée une sorte de terrain nouveau au dialogue entre celui qui parle et celui qui écoute, entre peut-être aussi l'écrivain et son lecteur. Le genre de méditation, si grave, si solennel, si naturellement porté au sublime, fut totalement inconnu des orateurs de l'Antiquité, parce que les orateurs de l'Antiquité étaient prisonniers de ce que Fustel de Coulanges appelle la cité antique, et que, alors que l'éloquence chrétienne, elle transcende en quelque sorte la cité pour aller de Dieu au fond du cœur, si j'ose dire, voyez. Et ce sont c'est cette espèce de dépassement qui fonde la possibilité de la littérature moderne. Et il parle aussi merveilleusement, et il faudrait faire l'exégèse de cette expression, cette grande école de la tombe. Et au fond, ça n'est pas seulement Dieu, mais c'est la mort aussi qui permet ce dialogue et ce passage par-dessus les intérêts purement politiques dans lequel les orateurs antiques étaient littéralement enfermés.
Alors, je terminerai par cette page si étonnante sur les véritables anciens et les véritables modernes dans le tome 2 du Génie, lorsque Chateaubriand oppose la médiocrité, en quelque sorte, le dessèchement du XVIIIe siècle à la vitalité du XVIIe, et il y a là, au fond, un grand tournant qui est pris par lui et qui allie le romantisme au XVIIe siècle contre les Lumières. Et je crois que c'est là le véritable tournant de la querelle des anciens et des modernes, lorsque Chateaubriand réussit en quelque sorte à montrer que le XVIIe siècle était allé en direction d'une littérature, en France en tout cas, d'une littérature qui, tout en absorbant l'héritage de la Renaissance, avait également absorbé la leçon du Concile de Trente et allait donc vers une littérature vraiment moderne, à la fois antique et chrétienne, et que le XVIIIe siècle a fait échouer cette tentative, alors que lui reprend tout cela et recrée en quelque sorte un autre siècle. Et je voudrais donc... il y a eu dans notre âge, dit-il, un avortement général des talents. Et c'est cet avortement, à mon avis, qui est un des principes ou tout au moins le surmonter, d'échapper à cet avortement, de retrouver la fertilité, de retrouver la fécondité, en renouant peut-être justement avec la contre-réforme. Et c'est là-dessus que nous allons passer aux martyrs, parce que qu'est-ce que c'est que les martyrs? Les martyrs, c'est au fond un grand poème épique que Chateaubriand a écrit d'abord pour renouer avec les grands poèmes chrétiens du XVIIe siècle, avec le Clovis des Marais de Saint-Sorlin, avec le Saint-Louis du Père Lemoine, avec les grandes épopées chrétiennes, en quelque sorte, du grand siècle que nous avons oublié. Mais surtout, je crois que c'est une sorte de renouement français avec Rome. En effet, les martyrs se passent sous le règne de Dioclétien et au moment où est en train de grandir, en quelque sorte, non seulement en âge, mais même en puissance et en autorité politique, le jeune Constantin. Or, le thème de Constantin est un de ceux sur lesquels s'est brisé au XVIIe siècle la possibilité d'une alliance entre l'Italie et la France, entre Rome et Paris. En effet, Constantin, c'était pour Rome le symbole de l'alliance entre la tradition antique et puis l'Église chrétienne. Or, à Paris, Constantin était considéré comme un imposteur qui avait donné au pape l'idée fausse qu'ils avaient un pouvoir à la fois temporel et spirituel sur les rois temporels. Or, le roi de France voulait avoir son indépendance totale. Et on peut voir dans la séparation installée par Boileau entre la littérature laïcisée et le domaine religieux, un reflet de cette volonté politique de la monarchie française d'avoir son ordre politique à elle, son ordre national, en quelque sorte, par opposition à cette universalité de type romain et de type aussi catholique romain que les papes, depuis toujours, mais encore renouvelés par la Renaissance, avaient voulu le rapporter. Et au fond, n'oublions pas que les martyrs ont été conçus à Rome, que Chateaubriand y a été attaché d'ambassade du cardinal Fesch pendant 1 an et demi, 2 ans, qu'il a pu voir à Rome au moment où Napoléon lui-même se donnait le titre de nouveau Constantin pour avoir renoué l'État révolutionnaire, l'État né de la Révolution,
avec l'Église. Eh bien, il est certain que dans les martyrs, il y a non seulement cette espèce de poésie de l'union entre l'Antiquité et le christianisme, mais il y a aussi la volonté de symboliser dans la figure de Constantin un renouement de la France avec Rome. Voyez, et là, tous les ordres se tiennent, la querelle des anciens et des modernes vient rejoindre la grande querelle Paris-Rome, théologico-politique, dont Chateaubriand est hanté à partir du moment où il est revenu à Paris et où il a été envoyé par Bonaparte à Rome. Alors nous verrons demain, à propos des martyrs, parce que c'est là-dessus que je voudrais conclure, ce que Chateaubriand, cette fois, doit à Ballanche, et à travers Ballanche, à Vico, pour, en quelque sorte, construire une poétique chrétienne nouvelle. Et cette poétique chrétienne, dont les martyrs auraient dû être, et ont été d'ailleurs, parfois on voudrait les diminuer, ont été, en quelque sorte, l'expérience centrale, la preuve centrale. Je vous remercie.